Moi, je dis, je le sens, et je pense qu'on est nombreux à le sentir, qu'on est en cours d'effondrement. Et qu'en fait, l'effondrement, c'est pas un moment, c'est un processus. Et ça met longtemps, et je dis souvent que c'est une question pour les archéologues du futur ou les historiens du futur, s'il y en a encore. Ils diront et ils se battront à coups de thèse de doctorat. Oui, non, je pense que telle période, l'effondrement a commencé. Nanana. Et non, on est au plein milieu. C'est-à-dire que la nature est en train de nous envoyer plein de signes qu'elle est en train de s'effondrer massivement et qu'il y a des effets de tipping point, des bascules qui sont en train d'avoir lieu, qui ont déjà eu lieu ou qui vont avoir lieu, plus ou moins graves. En temps de catastrophe, il vaut mieux s'entendre avec ses voisins qu'avec ses propres idées. Souvent, il y a des gens qui se parlent pas parce que lui c'est un con, lui il vote à gauche, à droite, lui il est chasseur, lui il est écolo, lui il est machin. Et en fait, il n'y a plus de lien social. On se retrouve comme cigales et fourmis et les portes se ferment, tu vois. Et en fait, en temps de catastrophe, on a besoin les uns des autres. Bienvenue dans le Greenetter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du possible effondrement de nos sociétés dans les décennies qui viennent et des manières de s'y préparer. Chaos climatique, pénuries énergétiques ou délitement démocratique, l'entrée dans un climat instable avec des catastrophes à répétition risque de bouleverser le monde que nous connaissons, un monde où les services de l'État pourraient brutalement s'effacer. D'où cette question, comment peut-on se préparer à un monde chaotique ? Pour y répondre, nous recevons Pablo Servigne, biologiste spécialiste des questions d'effondrement, auteur entre autres de Comment tout peut s'effondrer en 2015 et du Réseau des tempêtes, manifeste pour une entraide populaire. Bonjour Pablo. Bonjour. Vous avez publié en 2015 Comment tout peut s'effondrer. Qu'est-ce que t'en dis aujourd'hui ? Est-ce que l'effondrement tel que vous le définissiez, il n'est pas advenu aujourd'hui, mais on voit tout un tas de catastrophes en cascade, des méga-feux, des inondations. Quel regard tu portes sur l'effondrement aujourd'hui ? Est-ce que tu penses qu'il est en train d'advenir ? Ouais, alors il y a plusieurs choses dans la question. Oui, effectivement, tel qu'on l'a défini, quand l'effondrement comme un moment où les services de l'État seront plus là pour la population, n'est pas advenu, ou une définition archéologique, c'était une dépopulation massive. Ça, c'est plutôt un regard qu'on a vers le passé. Il s'est passé ça à telle époque, il y a une dépopulation massive, c'était un effondrement. C'est pas arrivé. Ceci dit, en 10 ans de collapsologie, parce qu'on peut aujourd'hui fêter les 10 ans, ça fait 2015-2025, eh bien, on peut dire que, enfin moi je dis, je le sens, et je pense qu'on est nombreux à le sentir, qu'on est en cours d'effondrement. Et qu'en fait, l'effondrement, c'est pas un moment, c'est un processus. Et ça met longtemps, et je dis souvent que c'est une question pour les archéologues du futur ou les historiens du futur, s'il y en a encore. Ils diront et ils se battront à coups de thèse de doctorat. Oui, non, je pense que telle période, l'effondrement a commencé. Nanana. Et non, on est au plein milieu. Donc en fait, depuis le début, la collapsologie, ça a été de se dire, OK, il y a des signes graves. Il y a eu des effondrements passés, il y a des effondrements présents, et il y a des risques futurs, d'effondrements systémiques globaux, des risques existentiels, des risques majeurs énormes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien, considérons que c'est assez sérieux et grave pour faire le pari que l'effondrement est certain. Tu vois, on se met dans ce récit-là, et la certitude qu'on a amenée, en fait, c'est un pari, c'est une pirouette philosophique qu'a amené Jean-Pierre Dupuy et qu'il a appelé le catastrophisme éclairé, qui est de se dire, bon, on n'a pas la certitude du futur, on ne sait pas ce qui va advenir, on ne pourra pas l'avoir, scientifiquement, on ne sait pas. Enfin, le futur est en quelque sorte ouvert, même s'il y a des risques, mais on va considérer que la catastrophe est certaine pour pouvoir l'éviter. Tu vois, cette pirouette-là, elle n'a pas été comprise en fait, par le grand public. Et les gens, il y a eu un malentendu, ils ont vu arriver la collapsologie, c'est scientifique, et ils ont compris, comme c'est scientifique, c'est certain. Tu vois, avec ce truc de, ah, de toute façon, la science a raison, quand c'est scientifique, c'est certain. Donc l'effondrement est certain. Et il y a eu un malentendu là-dessus. Alors que pas du tout, scientifiquement, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais on se met du point de vue citoyen dans cette certitude, dans ce récit. Et en fait, c'est le fait de trouver un nouveau récit de vie, de vivre ce récit, qui change nos actes, qui change notre manière d'être au monde, aux autres, au passé, au futur, et qui fait qu'on change de vie.
Et on a vu beaucoup de trajectoires bifurquées, individuelles. Nous, on a reçu beaucoup de messages de gens qui sont devenus maraîchers, ils étaient informaticiens, ils ont changé de vie, ils ont changé de job, ils sont allés à la campagne, ils sont allés s'installer dans un éco-village, etc. Donc ça a changé la vie de gens. Et aujourd'hui, je pense que, pour répondre à ta question, parce que j'ai un peu digressé, je pense que on y est en fait. Je considère toujours qu'on y est. Les signes avant-coureurs sont là. Les catastrophes continuent, comme on avait prévu, hein, à s'aggraver en intensité, en fréquence. Donc c'est quoi par exemple les signes avant-coureurs que tu vois? Bah, les effondrements, par exemple dans la nature, il y a des effondrements de biodiversité qui sont plus rapides que ce qu'avaient prévu les scientifiques, tu vois. Eux, les scientifiques, ils ont comme des stéthoscopes, ça se dit en médecine, tu vois, quand tu écoutes le cœur. Ils ont des modes de calcul avec la variance, enfin je te passe les détails, des trucs statistiques qui fait que quand ils observent un écosystème, comme avec un stéthoscope, ils savent dire avec précision s'il est en train de s'effondrer ou s'il va bientôt s'effondrer, comme des signes avant-coureurs. Ça s'appelle ça Early Warning Signals. Et en fait, il y en a plein en ce moment. C'est-à-dire que la nature est en train de nous envoyer plein de signes qu'elle est en train de s'effondrer massivement et qu'il y a des effets de tipping point, des bascules qui sont en train d'avoir lieu, qui ont déjà eu lieu ou qui vont avoir lieu, plus ou moins graves. Et en fait, dans la société aussi, les économistes, ils ont ces early warning signals pour l'économie, pour la bourse, pour tu vois, au siècle dernier, en fait, l'économie s'est effondrée des dizaines de fois. Les Anglais, ils n'ont aucun complexe à utiliser le mot collapse. La bourse s'effondre et c'est comme ça que fonctionne la bourse. Et en fait, les économistes, pardon, ils ont développé des outils de résilience incroyablement puissants avec des ingénieurs, des algorithmes et tout ça. Donc en fait, la résilience, toute la science de la résilience, on l'a appliquée à l'économie finalement, à la méga machine qui détruit la nature. C'est mal foutu, mais c'est comme ça. Mais alors, c'est quoi ces signaux avant-coureurs, par exemple, sur la nature? Est-ce que, par exemple, il y a un chiffre, moi, qui me marque beaucoup, c'est les populations. Le WWF, ils font une grande enquête de population d'animaux. Donc, ils regardent 40 000 populations à travers le monde depuis les années 70. Et ils ont vu que 73% des populations, partout dans le monde, s'étaient effondrées, enfin, avaient disparu. C'est-à-dire que là où on avait 10 animaux avant, on n'en avait plus que 3. Ça, c'est pour toi un signal qui dit qu'on est sur une trajectoire impossible. Ah oui, non, mais ça, c'est des chiffres. On n'est même plus dans les signaux avant-coureurs, on est dans les faits, là. Il y a des effondrements de population chez les insectes, les mammifères, ça, c'est avéré. Non, je te parle des signaux avant-coureurs. Moi, je pensais surtout récemment, comment ça s'appelle? L'AMOC, le courant Ouais. océanique, j'oublie tout le temps en français, la circulation Atlantique, thermohaline de Atlantic l'Atlantique. Meridional Overturning Circulation. Exact. Ah, merci, bravo, t'as bossé le sujet. Et bien ça, tu vois, ça donne des signes avant-coureurs que ça va s'effondrer. Si ce courant-là qui réchauffe l'Europe en hiver, etc., s'effondre, c'est un basculement monstrueux pour le climat. Et là, on ne sait pas ce qui va advenir, mais ça fait partie des basculements, des effondrements. Donc si ce courant s'effondre, ouais, il ne s'est pas encore effondré, et il y a une controverse dans les ralentit, scientifiques. On voit qu'il Savoir si ralentit. c'est dans quelques années, dans 10 ans, dans un siècle, dans 2 siècles, dans un millénaire. Mais il a ralenti et il donne des signes de fatigue. Tu vois, ça, c'est un signal avant-coureur. Enfin, un des plus graves, tu vois, hein, qui sont vraiment observés. Mais il y en a, je sais qu'il y en a dans les écosystèmes, sur les... qu'est-ce que j'avais étudié, moi, dans les écosystèmes lacustres. Tu vois, à un moment, tu as l'eau claire avec plein de poissons et un petit peu de bactéries ou d'algues. Et tout à coup, il y a trop de pêcheurs et la population de poissons s'effondre. Et du coup, il n'y a plus de prédateurs. Donc, les algues, par exemple, se multiplient et l'eau devient toute trouble. Mais du jour au lendemain, il y a ce point de bascule. Et tu peux pas le prévoir. Si je peux juste sentir les signes. Et souvent, ce qui est malheureux, c'est qu'ils disent, ceux qui étudient ça, c'est que quand tu détectes ces signes, l'effondrement n'a pas encore eu lieu, mais c'est quasi certain qu'il va avoir lieu. Il est déjà déclenché, mais il est silencieux, tu vois.
Il y a le sentiment, d'ailleurs, il y a une étude qui en parle qui s'appelle la grande accélération, une étude de 2015 où on voit que toutes les courbes partent en exponentielle, que ce soit les pollutions, que ce soit les facteurs socio-économiques, enfin, absolument toutes les courbes sont des exponentielles. Il y a le sentiment que l'histoire s'accélère, que les entreprises sont de plus en plus grandes, que les effondrements justement de populations d'animaux sont de plus en plus fortes, que le climat se réchauffe de plus en plus rapidement. Euh, que en gros que les exponentielles fleurissent partout. Est-ce que toi, c'est le sentiment que tu partages? Est-ce que la méga machine est en train de s'emballer? Est-ce que on n'arrive pas à ralentir la machine? Ah ouais, non, c'est sûr, on n'a rien fait pour ralentir, ça continue. Enfin, tu vois, je prends souvent la métaphore de la fusée. La fusée, bah, tu as des ingénieurs, ils ont designé un, un véhicule, on va dire, qui va dans l'espace, qui est conçu pour accélérer et avoir une trajectoire linéaire, verticale, mais pour accélérer. Imagine à 200, tu vois, elle démarre, Houston, tu vois, 3, 2, 1, je fais comment on dit, et elle 3, démarre, 2, 2. 1, ignition. Et tout à coup, à 200 mètres, finalement, je ne sais pas s'il y a un conducteur, mais le conducteur, le pilote de la fusée, il dit non, non, finalement, on redescend, les amis. Il appelle Houston, non, non, on redescend. En fait, la fusée, elle n'est pas conçue pour ça. Donc, tu ne peux pas la freiner, elle tomberait, elle exploserait, tu vois. La fonction n'est pas prévue. En fait, toute notre méga machine, le système thermo-industriel, l'économie, la finance, elle est conçue, il est conçu, toute la méga machine est conçue pour accélérer. Si à un moment, tu lui dis venez les gars, on n'accélère plus, on ralentit. Mais la décroissance, c'est pas audible pour des gens qui non seulement croient à la croissance, mais n'ont pas les outils. Et même de manière systémique, c'est pas conçu pour ça. Donc si imaginons, on dit bon les amis, maintenant c'est la décroissance. Imagine le Premier ministre annonce ça et tout. Mais en fait, les bourses s'effondrent. C'est comme un château de cartes. Et la fusée s'effondre parce qu'elle n'est pas conçue pour ça. Donc en fait, il faut concevoir aux périphéries de ce système d'autres systèmes qui, lorsque le principal s'effondra, la fusée s'effondrera, eh ben, vont émerger, vont naître. Et pour l'instant, il y a un verrou, c'est-à-dire que la méga machine, elle prend toute la place, elle ne peut que croître. Si on la fait décroître, elle s'effondre et on n'a pas prévu les systèmes de secours. Donc la transition, on oublie tout le temps, la transition, c'est un mot qui est devenu gentil et qui est synonyme de réforme, de changement. Pas du tout. La transition de phase en physique, c'est on passe d'un état A à un état B, et il y a la mort d'un état A, il y a une période chaotique, et il y a la naissance d'un état B. Ça n'a rien à voir. Une transition, c'est vraiment un passage avec une période chaotique et émergence d'un nouveau système. Et ben c'est ça la transition, c'est accompagner la mort de cette méga machine et déjà concrètement mettre les graines de ce qui va advenir. Et donc, il faut une énorme puissance d'imagination. Il faut travailler aux marges, c'est-à-dire sans argent, en quittant nos jobs, etc. C'est dur d'être pionnier. C'est le boulot des mauvaises herbes. Les plantes colonisatrices, les plantes pionnières, les mauvaises herbes, les adventices, c'est elles, nous, les transitionneurs, c'est des mauvaises herbes. Et heureusement, comme dit Brassens, nous sommes de la mauvaise herbe, braves gens, braves gens. Les mauvaises herbes, elles gagnent toujours à la fin. C'est elles qui annoncent les forêts de demain. Mais c'est les plantes qui arrivent dans des milieux arides, qui galèrent, et après, elles préparent le sol pour que les arbustes arrivent, puis les arbres, ceux qui ont besoin de plus de soins. Tu vois, nous, on travaille dur à créer un monde des graines de demain, mais on doit attendre que le gros système s'effondre, que le chêne s'effondre, en fait. Et pour reprendre ces métaphores assez puissantes, tu vois, c'est une fois que le chêne s'effondre, que dans la clairière, les jeunes pousses qui étaient là, elles sont toutes là en dormance, elles émergent parce qu'il y a à nouveau un rayon de soleil. C'est ce qu'on appelle le verrou, les verrous sociotechniques. Une fois que la méga machine s'effondre, hop, on peut enfin, tu vois. Et en plus, ces jeunes pousses, il faudrait les nourrir, les mettre en pépinière avant. Et aujourd'hui, l'État passe son temps à essayer de retenir le chêne alors qu'il est déjà mort. C'est un chêne zombie. Il faut le laisser tomber et il faut nourrir ces jeunes pousses, tu vois. La question du verrouillage socio-technique, c'est un sujet qui est très cher à un ami, Aristide, du podcast Metabolism of Cities. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? C'est vrai que quand on comprend ça, on comprend que le système et le système technique a du mal à bouger. Ouais, l'exemple typique, c'est le clavier AZERTY, QWERTY. Tu vois, tu sais pourquoi ils ont inventé ce clavier, cet ordre des touches complètement bizarre, AZERTY?
C'est parce qu'en fait, avant, il y avait des machines à écrire. Je sais pas si tu as connu ça, où tu devais taper. C'était des grosses touches en métal et il y avait des grandes branches en métal qui venaient taper sur un ruban d'encre, la feuille en papier A4. Du coup, il fallait de la force sur les doigts. Et en fait, il y a des lettres qui reviennent souvent, la lettre A, E, R, etc. Et comme elle revenait souvent, si on la met sur les doigts puissants, l'index, le majeur, ça enraye la machine. Donc, ils ont mis les A et les E sur les doigts faibles, les petits doigts et l'annulaire. Et comme ça stabilisait le rythme et il n'y avait pas de blocage des branches et du ruban. Mais aujourd'hui, plus personne n'utilise ça. Je veux dire, les rubans. Pourtant, on a tous gardé le clavier AZERTY, qui est beaucoup moins efficace pour la vitesse des doigts. Donc maintenant, avec les claviers digitaux, il y a des gens qui ont inventé des nouveaux claviers. Je pense au clavier Dvorak, ça s'appelle, qui est vachement plus rapide. Qui a un clavier Dvorak, tu vois? Et donc ça, c'est un exemple de verrouillage sociotechnique, c'est-à-dire que tu inventes une machine, puis les conditions changent et on est verrouillé dans une dépendance au sentier, ça s'appelle path dependency. Et par exemple, le pétrole, c'est ça. À un moment, les ingénieurs, ils se sont dit, bien, on fait un moteur thermique qui marche à l'essence ou au diesel ou au charbon, ou je sais pas quoi. Et donc, finalement, ça marche. Les premiers moteurs voilà, sont sponsorisés financés par l'État, etc. Et puis ça se répand partout. Et il y a d'autres inventeurs qui inventent des moteurs 1000 fois mieux, plus efficients, plus machin, je sais pas quoi. Et en fait, ils n'émergent pas parce que le marché est entièrement verrouillé par une ancienne technologie qui n'est plus d'actualité. On a la même chose avec les grands projets inutiles et imposés, tu vois, les grands barrages, les grands trucs. Ou les autoroutes, en fait, on construit des autoroutes pour les rentabiliser, il faut continuer à les utiliser. Aux États-Unis, ils ont détruit tous les tramways. C'est le lobby des bus. Ils ont enlevé les rails, ils avaient un super moyen de locomotion, ils ont tout enlevé, ils ont bousillé les trains et tout. Ça, c'est un verrouillage sociotechnique. Et maintenant, ils veulent y revenir, mais le lobby des bus l'empêche, verrouillage. Le nucléaire, c'est un énorme verrou en France. Enfin, voilà, il y en a plein. Et en fait, la leçon, parce que c'est étudié par les scientifiques, les sociologues, on peut déverrouiller et changer de technologie, de système technique, mais c'est très difficile. Et plus il est grand, genre la croissance, c'est un énorme verrou. C'est tellement grand. Le pétrole, c'est un énorme verrou, c'est mondial, ça concerne tout le monde. Plus il est grand, plus c'est difficile. Et souvent, ça passe par des phases de destruction créatrice. On est aussi dans Schumpeter, tu vois, les économistes, ils ont déjà tout théorisé. Et des phases d'effondrement et de renaissance. Et en fait, le vivant fonctionne comme ça. Tous les écosystèmes, ils évoluent souvent par des bascules, des effondrements, renaissance. Et la vie fonctionne comme ça. La mort, en fait, et l'effondrement est un processus de vie. C'est ça qu'on n'a pas capté. Sauf que là, les effondrements de la civilisation, il est tellement grand, il est tellement haut, la marche va être très très difficile à vivre. Et les marges aujourd'hui sont très peu nombreuses. Qui peut vivre aux marges et inventer des nouveaux systèmes, tu vois? Donc la transition, là, elle est difficile. Il y a une question, la collapsologie, on en parle moins, mais il y a une autre question dont on parle beaucoup moins, celle du pic pétrolier. Pourtant, quand on regarde les choses, hormis l'émergence du pétrole et des gaz de schiste, en fait, les choses n'ont pas vraiment changé. Le taux de retour énergétique, donc ça coûte de plus en plus d'énergie d'aller chercher un nouveau baril de pétrole. Les choses n'ont pas vraiment changé. Qu'est-ce que tu penses de l'approvisionnement pétrolier? Pourquoi tu penses qu'on ne parle plus de cette question? Est-ce qu'elle est devenue secondaire ou elle est toujours aussi prégnante? Waouh, grosse question. Ouais, pas du tout à la mode, hein, personne n'en parle. À la fois, merci d'amener ça, et puis à la fois, que dire? Euh, Ça fait 15 ans, 20 ans que je m'intéresse à cette question. Là, j'ai un peu lâché les chiffres parce que, disons qu'il y a, dans les années 70, 80, quand l'écologie et le mouvement politique d'écologistes est né, c'était prégnant, c'était la question principale. Et on se préparait au manque d'énergie. Et aujourd'hui, toutes les prédictions sont assez justes. En fait, on est sur un plateau, tout le pétrole facile, conventionnel, a été bouffé, a été brûlé. Maintenant, on est sur des pétroles très difficiles d'accès qui détruisent encore plus l'environnement, qui sont plus chers, qui nécessitent plus de technologie. Et pourtant, on reste sur un plateau. Donc, il y a vraiment un risque de pénurie. Et le pétrole, c'est comme une drogue. C'est une drogue, en fait, de notre société. On est vraiment shooté au pétrole. Donc, quand on est drogué, addict vraiment fort, il y a deux problèmes. Il y a le problème de l'overdose, c'est qu'on a trop de pétrole, et donc c'est la question climatique. En fait, on a toujours plein de pétrole
et on en a besoin, et ça détruit le monde, tu vois. Et de l'autre côté, c'est la pénurie. Si le drogué n'a plus sa cam, sa dose, il meurt assez vite, tu vois. Et c'est Poutine qui nous l'a fait sentir avec le gaz lors de la guerre en Ukraine, là, enfin au début. Couper les robinets de gaz, mais tout le monde est en PLS ici. En Europe, on n'est pas prêt. Parce qu'on est shooté aux énergies faciles. D'ailleurs, quand Poutine a coupé le robinet de gaz, les usines d'engrais se sont arrêtées en Ouais. Europe parce que c'est fait principalement dépend un du gaz de gaz. Et ça fait le lien avec ma question, et c'est vraiment, on en parlait juste avant l'émission, mais quelque chose, moi, qui m'obsède pas mal et dont on parle assez peu. Toi, tu avais travaillé sur la question, mais Mm. comment t'expliques qu'on ne parle pas de cette question, du rapport qu'il y a entre alimentation et pétrole? Aujourd'hui, sans pétrole ou sans énergie fossile, notre société ne mange plus. Comment ça se fait qu'on ne s'intéresse pas à cette question plus avant? Ah, c'est un vrai mystère, hein. Si tu me poses une colle, moi, ça me fascine. Je suis de formation agronome. Donc moi, tout ce qui est système agronomique, voilà, je vois. Et on mettait, je me souviens dans les colloques, on disait, il y a une dépendance au pétrole et on a besoin des énergies fossiles pour l'agriculture industrielle. OK. Mais les gens n'allaient pas plus loin. Et puis j'ai fait des colloques de pics pétroliers sur les spécialistes du pétrole. Et puis c'était un détail. Oui, le pétrole, en fait, nourrit le système industriel. Mais en fait, toute notre alimentation, elle dépend du pétrole. En fait, on bouffe littéralement du pétrole. Sans pétrole, on ne pourrait pas manger. La population, elle a fait x2, x10, je ne sais pas combien. Mais en fait, sans les engrais azotés, qui est à base de gaz naturel, sans le pétrole, on ne pourrait pas distribuer les camions, le frigo, tout le plastique, les engrais, les pesticides, les tracteurs. Tout ça, c'est du pétrole. Donc, personne, je ne sais pas comment expliquer, ne fait le lien entre l'agronomie. En fait, qu'est-ce que l'agriculture sans le pétrole? Alors aujourd'hui, le seul courant qui porte ça, c'est l'agroécologie. Mais c'est pas frontal, c'est pas explicite. Et pour moi, un facteur, pour répondre à ta question, qui est majeur, c'est qu'aujourd'hui, la question climatique, depuis les années 70, est devenue plus urgente que celle du risque de pénurie de pétrole, qui est toujours là, hein. Mais le climat étant devenu plus catastrophique, enfin plus prégnant comme question, eh ben, il cache les risques pétroliers. Et donc, enfin, les risques de pénurie et de choc systémique, hein. Vraiment, la fin du pétrole, c'est la fin de la civilisation thermo-industrielle. Et ça peut aller très vite. Donc, c'est un vrai, vrai risque systémique. Voilà. Et on le prend moins en compte parce qu'il y a d'autres risques systémiques qui sont aujourd'hui plus dangereux. Plus certain, peut-être. Plus certains, je sais pas, mais plus visibles déjà. La pandémie, moi je me souviens, je faisais des PowerPoint il y a 10 ans, 15 ans sur les risques de pandémie, mais les gens ils ouvraient les yeux, ils me disent mais arrête c'est quoi ce truc, tu vois? Mais je dis mais oui, les scientifiques, c'est possible qu'il y ait une pandémie mondiale, c'est un choc systémique. Il y en a d'autres, il y a les blackouts, tu vois? Il y a plein il y a une liste, enfin les scientifiques ils savent, il y a des listes de risques systémiques. Et la pandémie en faisait partie. Maintenant, depuis le Covid, on me croit, tu vois. Enfin, On parlait d'accélération tout à l'heure, c'est intéressant sur l'émergence des maladies nouvelles, donc des pandémies ou les réémergences. Elles ont, j'ai plus le chiffre précis en tête, enfin la date, elles ont été multipliées par 4 depuis les années 50, je crois. C'est le gouvernement anglais qui avait fait cette carte qu'on peut voir sur Internet facilement. C'est pareil, il y a une accélération aussi de ces facteurs-là, de ces risques-là. ouais, de partout, hein, là. Donc, les grands risques, en ce moment, celui qui émerge, c'est l'IA autonome. Et ça, les philosophes sur les risques, ils l'ont depuis des années, hein. C'est dans la littérature scientifique. Donc, parmi les risques, tu vois, dans les risques, tu as les risques catastrophiques globaux et au-dessus, tu as les risques existentiels. Risques catastrophiques globaux, c'est l'effondrement de la société, des sociétés. Et risque existentiel, c'est risque de fin de l'espèce humaine. Ben, les risques existentiels, ça a le climat et tu as le nucléaire, bien sûr les astéroïdes et tout, et maintenant l'IA autonome. Et là, ça émerge à une vitesse grand V, tu vois. Donc maintenant, médiatiquement, ça prend le dessus, alors que les autres sont toujours là, même peut-être plus fort aussi. Et maintenant, tu as une convergence des risques, c'est-à-dire que les risques sont liés, et s'il y en a un qui émerge, ça peut déclencher les autres, etc. Donc ça, c'est passionnant. Tu vois, la question collapsologique des risques existentiels et des risques catastrophiques, des risques majeurs, enfin, il y a toute une classification. Bah, qui en parle?
Enfin, qu'est-ce qu'on fait aussi? Et les scientifiques sont bien démunis sur le que faire. Ouais, c'est intéressant, je trouve, la question des liens entre ces risques-là. Je pense notamment à la gestion des communs négatifs. Un des sujets dont on commence un petit peu à parler, mais encore assez à bas bruit, c'est celui de qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces infrastructures dans un monde chaotique. Les grandes industries, le nucléaire, toutes ces infrastructures-là, elles ont été pensées dans des environnements calmes, Stable, stables. Enfin, d'abondance. Ouais, ouais. ça, c'est un vrai sujet de savoir comment on va gérer cet héritage socio-technique. Ah ouais, non, mais pour moi, c'est la vraie question des années qui viennent. C'est l'avenir très proche de l'écologie. Bon, le grand thème, c'est le démantèlement. Donc, tu as Alexandre Monin, Diego Landivar qui sont là-dessus, et d'autres. Oui, C'est héritage et fermeture. c'est passionnant. Je pense que c'est un vrai sujet parce que, surtout sur le nucléaire, moi, je comprends pas j'arrive pas à concevoir, tu vois, qu'on crée des systèmes techniques qui nécessitent une stabilité politique, par exemple de 10 000 ans, alors qu'on sait que la durée de vie moyenne d'une civilisation, c'est 2 à 300 ans. Tu vois, on a les chiffres archéologiques. C'est complètement débile. Comment tu peux prévoir la stabilité géopolitique pour 10 000 ans, 100 000 ans, alors que on n'a même pas vu venir la guerre en Ukraine, tu vois? C'est fou. Et en plus, c'est des systèmes sociotechniques, par exemple le nucléaire, mais qui nécessitent des organisations militarisées, hiérarchiques, pyramidales, avec des états forts de contrôle. Mais qui est capable de faire ça dans le monde? Tu ne peux pas répandre cette technologie. Tu vois, non seulement tu ne peux pas la répandre, mais après, quand elle est répandue, tu ne peux pas la gérer. C'est pas possible. Enfin, politiquement, c'est des ingénieurs qui n'ont aucun sens politique, tu vois, qui ont fait ça. Ou alors des politiciens un peu fous, ou les deux. Mais en fait, ça ne marche pas avec le système Terre et avec nos systèmes politiques. En ce moment, on est dans une période assez vertigineuse où on voit la montée des autoritarismes. On le voit évidemment aux États-Unis, on l'a vu au Brésil, on l'a vu dans plein de pays, en Argentine. On voit les extrêmes droites monter de manière très forte. Euh, Comment tu lis cette montée des autoritarismes? Est-ce que c'est un signe justement d'une forme d'effondrement démocratique, d'effondrement de manière plus générale? Ouais, c'est une bonne question. J'ai pas encore tout à fait creusé le sujet. C'est en chantier. Je pense que c'est la question, une question majeure pour éventuellement un tome 3 de collapsologie. Bon, c'est en chantier. Pour l'instant, mon opinion, c'est que la montée du fascisme est un stade de l'effondrement. C'est comme ça que je le lis. Quand tu as le chaos qui arrive, ou des situations d'anormalité, l'environnement change, les gens, ils ont plus de repères. Enfin, les systèmes qui ont été créés dans un autre environnement, maintenant, ils marchent plus aussi efficacement. Et ben, ce chaos crée un peu de la peur et le réflexe primaire, parce qu'on a eu une éducation un peu merdique de soumission à l'autorité et tout ça, ben on fait un appel à une figure paternelle d'autorité, tu vois. Et ce fascisme, cet autoritarisme, parce que fasciste c'est plus précis, on va dire Oui, il autoritarisme y a un qui débat arrive. chez les Ouais, historiens pour savoir si on peut. ouais, c'est des trucs différents, mais Ouais. bon. L'autoritarisme qui arrive, c'est une réponse simple et facile pour, ouais, par rapport à une peur, hein, tu vois, c'est des temps courts, mais c'est une réponse simple pour des systèmes qui restent et des problèmes qui restent complexes et de plus en plus complexes. Donc pour moi, ça rentre pas dans les cases. C'est-à-dire qu'ils vont amener ces systèmes-là encore plus de violence, de compétition, de violence verticale, de lutte des classes et de violence horizontale, de lutte entre les peuples, alors qu'on en avait déjà des niveaux de violence énormes qui précipitent l'effondrement, tu vois. Et pour moi, ces systèmes-là, avec des réponses simplistes, vont amener encore plus de violence. Donc vont précipiter l'effondrement. C'est quoi un effondrement? On l'oublie tout le temps, à chaque fois je le répète. Guerre, maladie, famine. C'est ça un effondrement. Donc ça peut complètement amener, et les trois se nourrissent, hein. Euh, ça- Plus de violence amène les guerres, naturellement, enfin structurellement, c'est obligé. Et tu peux pas résoudre les problèmes complexes que sont les écosystèmes, enfin toute l'interconnexion des crises avec des réponses simples. Donc ouais,
c'est le serpent qui se mord la queue. On est dans un cercle vicieux de violence, d'augmentation de la violence, dont le fascisme est l'un des rouages et l'un des moteurs aussi. Tu dis qu'il y a un imaginaire libéral, en tout cas c'est ça que j'ai retenu, qu'il y a un imaginaire libéral de l'effondrement. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la place de l'entraide dans les catastrophes? On imagine que dans les catastrophes, c'est le chacun pour soi. Toi, c'est pas du tout Oui, comme ça que d'accord. tu vois les choses et que les choses en fait ont été documentées. Ouais. Ce que j'ai appris là pendant ces dernières années à fréquenter beaucoup le thème de l'effondrement, c'est que on le voit comme un moment, comme je le disais au début, comme dans les films hollywoodiens. Tu vois, l'effondrement, c'est un jour, il y a une vague qui va arriver, il y a le feu qui va arriver, un tremblement de terre, peu importe, et c'est le jour de l'apocalypse, c'est le jour du je sais plus comment dire en religion, enfin bref, du jugement dernier, etc. Non, mais c'est une mythologie très forte, tu vois, Mm. d'en faire un moment. Mais ça, c'est un piège. Je dis, il faut en refaire faut l'imaginer comme un processus. Mais le fait qu'on se réfère à Hollywood, on se réfère aussi, et Hollywood a nourri notre imaginaire. Hein. Et ben, Hollywood nous amène aussi ce mythe de la loi du plus fort et de la lutte de tous contre tous. Tu vois, le pseudo-darwinisme en fait. Mais Darwin n'a pas vraiment dit ça. Mais bon, peu importe. Et donc, la croyance, et c'est vraiment un mythe et une croyance, c'est que s'il n'y a plus d'État, s'il y a un effondrement de l'État ou des systèmes politiques, ben on va tous s'entretuer. Tu vois, c'est ça le cœur des films catastrophes, même des films de zombies, des films de post-apocalyptiques, c'est que ça va être du chacun pour soi. Et on met ça sur le dos de la nature humaine, tu vois. Et donc l'État, si tu enlèves l'État, la nature humaine qui est soi-disant mauvaise, comme la nature d'ailleurs, dans la jungle tout est mauvais, c'est la conception libérale en fait du monde, et ben tout le monde va s'entretuer. Et dans la nature, c'est bien connu, tout le monde s'entretue. Mais pas du tout, c'est une vaste connerie, c'est n'importe quoi. C'est un mythe, c'est une croyance qui est toxique. Parce que si tu crois que tout le monde va t'entuber, alors tu te prépares à entuber les autres, tu vois. Tu te prépares à te replier. Mais si tout le monde se replie, ben c'est la fin de la société. Donc c'est une prophétie autoréalisatrice, cette mythologie. Si bien que ce qui est dangereux, c'est pas les pénuries. Parce que les êtres humains, ils savent traverser les pénuries. Ça fait des centaines de milliers d'années on est taillé pour ça, tu vois. Au niveau, l'évolution a fait en sorte qu'on est devenu des animaux ultra sociaux, grégaires, culturels même, et on sait traverser l'adversité et s'adapter à plein d'environnements différents. On sait faire ça. Ce qui est dangereux, donc je continue ma phrase à rallonge, c'est pas les catastrophes, c'est même pas la nature humaine. Ça, je pourrais y revenir après si tu veux, qui est quand même pas assez sociale et pro-sociale. C'est la culture de l'égoïsme et de l'individualisme. Parce que si tu arrives frontalement dans des pénuries en croyant que l'autre va être égoïste, bah, tout le monde va être égoïste et va se battre pour le dernier rouleau de PQ. J'exagère, mais c'est ça. Et va s'armer en anticipation. Et du coup, il y aura des armes partout. Et puis, on va se tirer dessus sans savoir pourquoi. Alors que la nature humaine est vraiment meilleure que ce que disent les films hollywoodiens, tu vois. Donc, le problème, c'est la culture. C'est ça qu'il faut désamorcer. C'est ça, la bombe sociale. Et c'est pour ça que j'arrive avec, depuis notre livre sur l'entraide en 2017, maintenant, on arrive avec cette proposition qui s'appelle le réseau des tempêtes. C'est de faire du lien social avant les crises, de désamorcer la culture de l'égoïsme et de la compétition. Et, ça revient à ta question. Il faut désamorcer cet imaginaire euh, de la loi du plus fort, qui est complètement fake, qui a aucune assise biologique. Donc moi, dans mes conférences, dans mes travaux, je vais aller voir dans la nature qu'est-ce qui se passe. Eh ben, il y a plein de symbiose, il y a plein de coopération, il y a plein d'altruisme. Et qu'en fait, si la nature, le vivant, est là depuis 4 milliards d'années, c'est quand même 4 milliards d'années d'expérience, recherche et développement, en durabilité, en résilience, voilà. Ben et n'a pas choisi. Il y a de la compétition, hein, je dis pas, mais il y a beaucoup de coopération, tu vois. Et en fait, la nature n'a pas choisi le système d'organisation hiérarchique pyramidale. Il y a que nous qui le faisons. Les Occidentaux, là, la nature, enfin la culture occidentale, c'est pas du tout résilient, c'est hyper fragile.
Tu vois, et ça amène de la compétition. Et c'est nul, en fait. C'est la manière la plus stupide de s'organiser. Un chef, plein d'étages, de hiérarchiques, et des gens qui obéissent. Même chez les fourmis, toi, tu travailles sur les fourmis, il y a la Ouais, reine. pas du tout. Non, Il n'y a vas-y. pas du tout de hiérarchie. Il y a de l'auto-organisation. Il n'y a pas de chef. La reine, elle n'est pas chef. Et ça marche par l'auto-organisation. Parce que c'est des systèmes plutôt... donc, ouais, comment dire, qui fonctionnent sur l'émergence. C'est-à-dire sans chef. Parce que si tu enlèves le chef, le système se détruit. C'est hyper fragile, c'est hyper vulnérable. Donc, c'est des systèmes plutôt organisés par la base. Et l'évolution a sélectionné ces systèmes parce qu'ils s'adaptent bien à différents contextes. Et en fait, quand tu as un chef et plein de sous-chefs et une pyramide dessous, le chef, il est le seul à décider. Même s'il est super intelligent, en fait, il a un tout petit cerveau par rapport à la complexité de l'environnement. Et il n'a pas assez de feedback de l'environnement. Il s'isole en fait dans sa sphère de pouvoir. On a beaucoup critiqué Poutine pour ça. Il s'entoure de gens qui disent oui, oui, oui. En fait, il n'a pas une idée claire de l'environnement et il n'a pas assez de feedback. Du coup, il prend des mauvaises décisions et ça s'effondre. Et dans un environnement stable, peut-être que ça peut être efficace sur un moment donné, sur une tâche. Mais en mode multitâche, en mode complexe, avec des environnements changeants et chaotiques, c'est nul. C'est les premiers trucs qui s'effondrent, tu vois. Donc c'est pour dire que dans la nature, il y a la compétition et la hiérarchie pyramidale. Euh, c'est plutôt cadré, ça n'existe pas ou très peu. Et la compétition, en fait, elle est cadrée. Ah, je pourrais disserter des heures là-dessus, tu m'as lancé. Mais Non, mais, vas-y, je t'écoute, on discute. justement, dans le livre, tu dis que le meilleur remède à l'adversité, c'est les relations sociales. On a une idée à peu près de ce que tu veux dire, mais est-ce que tu peux préciser les choses? Pourquoi les relations sociales, c'est un remède à l'adversité? Moi, je me suis inspiré pas mal de travaux d'un sociologue des catastrophes qui, lui, il était pris, il s'appelle Daniel Aldrich, il est américain, et sa femme est japonaise en fait. Et je l'ai rencontré, il m'a raconté son histoire, c'est qu'il était pris dans la tempête, l'ouragan Katrina en 2005 à la Nouvelle-Orléans, et il a subi cette catastrophe-là. Il a été choqué, il a tout perdu, sa maison, tout ça. Et ça a été une catastrophe, la gestion de cet ouragan par les autorités. Euh, et donc, lui, il est devenu spécialiste de la gestion des catastrophes. Il est devenu prof d'université et il a étudié le Japon et plein de catastrophes dans le monde. Et il montre que le facteur le plus important dans les catastrophes, c'est ce qu'il appelle le capital social. C'est la qualité du tissu social avant la crise, avant la catastrophe. Si ton tissu social est bon, fluide, que les gens se connaissent, les voisins se connaissent, qu'on a confiance envers les autorités, tu vois, ce qu'il appelle le lien horizontal, les voisins, ou les amis, la famille, etc. Et le lien horizontal, le lien vertical de confiance envers les autorités. Si ces deux liens-là sont bons, alors il y a moins de victimes, alors il y a une plus grande résilience psychologique des gens, alors il y a une plus facile reconstruction après la catastrophe, etc. etc. Et il étudiait par exemple à Fukushima au Japon, quand il y a la triple catastrophe, il montrait qu'il y a des villages où le lien de voisinage était moins bon, il y avait un peu de corruption, il y avait de la défiance envers les élites. Et ben, il y a eu beaucoup plus de victimes, il y a des témoignages qui montrent que les secours, ça n'a pas fonctionné, l'information n'est pas passée, ils sont allés au mauvais endroit, ils ont voulu... Enfin bref. Et que là où on prenait soin les uns des autres, il y avait des communautés, il y avait les écoles étaient prêtes, il y avait une confiance envers les autorités, il y a eu beaucoup moins de victimes. Donc ça, c'est un exemple pour montrer que globalement, plus le lien social est bon, plus on s'en tire. Moins il y a de victimes et plus les catastrophes sont faciles à passer. Mais ce que je disais au début, c'est-à-dire que l'être humain, il sait traverser l'adversité, et sa manière de le faire, c'est la socialité. C'est l'intelligence collective. Et aussi plein de travaux des sociologues et psychologues des catastrophes qui montrent que lorsqu'il y a un chaos, par exemple une attaque terroriste, un incendie, etc., en fait, les gens s'entraident, les gens sont calmes, s'auto-organisent, ont des comportements très majoritairement prosociaux et pas antisociaux, vol, pillage, tout ça, pas du tout, c'est très rare ça. Et il y a une intelligence collective. Mais en fait, tu vois, ça va à l'encontre de 4 mythes des catastrophes qu'on a et qui sont fondateurs de notre société libérale. C'est
le mythe que les gens sont antisociaux, vont s'entretuer, se voler, se piller, se violer, je sais pas quoi, se tuer s'il y a une catastrophe. Pas du tout, c'est très rare. 2, qu'il y a la panique, alors que ça, c'est faux, pas du tout. Les scientifiques ont même renoncé à parler de panique. Il n'y a jamais de panique, ou très rarement dans des contextes exigus spécifiques. Il n'y a pas de panique. Ceux qui paniquent, c'est les élites, parce qu'ils croient qu'ils ont perdu le pouvoir et ils envoient des militaires armés, tu vois. Il y a il y a l'intelligence collective et il y a, c'est quoi le dernier du calme. Du calme, et pas du tout... Enfin non, calme, panique, j'ai oublié le 4e. Enfin bon, tu m'as compris. Donc en fait, on a un imaginaire de la catastrophe à renverser. Et c'est ça le job aujourd'hui. Il faut s'entraîner, il faut arriver à vivre ça, à s'entraîner aux catastrophes pour le sentir, pour le vivre et pour s'investir dans le lien social. Et si les gens, parce que j'en ai connu, ne veulent pas entendre parler de crise, ils disent arrête, tu nous emmerdes avec tes catastrophes, moi j'en ai marre, t'es pessimiste, ça, j'ai entendu plein de fois. Eh ben, le fait de faire du lien social améliore nos vies, même si les crises tardent à venir. C'est ça qu'il faut faire, tu vois. Et donc, je reprends la fable de la cigale et la fourmi. On la connaît tous, la cigale, quand l'hiver vient, winter is coming, quand l'hiver vient, la cigale qui a rien foutu, Se trouve à fort dépourvu. tu la connais encore, moi j'ai oublié. Bah, elle arrive, elle toque à la porte et la fourmi qui s'est bien préparée, elle dit bah non mais c'est bon, elle ferme la porte, il va te faire foutre, t'avais qu'à te préparer, t'avais qu'à m'écouter, etc. Avec un certain ressentiment. Elle ferme la porte. Les 3 petits cochons, si tu prends l'autre fable, les 3 petits cochons, qui est... Alors dans la version Disney, j'ai appris qu'il y en avait plusieurs. T'as le loup qui arrive, ou la vague, le climat, winter is coming, le fascisme, peu importe, la catastrophe, elle arrive, elle détruit la première maison, elle détruit la deuxième maison. Et dans la 3e maison, qui est plus solide, qui est évidemment en terre-paille, en chaux-chanvre et bien bâtie, bioclimatique et tout, alors que celle en béton s'est effondrée avant. Bon, bref. Le 3e cochon, il ouvre la porte aux 2 premiers. Il ouvre la porte, contrairement à la fourmi. Et pourquoi, à ton avis, le cochon, il ouvre la porte alors que la fourmi ferme la porte à la cigale? C'est ses frères. Voilà, parce qu'ils sont frères avant la catastrophe. Donc toute la clé aujourd'hui, en sachant que les crises arrivent, elles sont là et elles vont arriver, elles vont empirer. La clé, c'est le lien social, c'est de devenir frères et sœurs avant les catastrophes. Et en plus, ça réduit le niveau de peur. On reviendra là-dessus parce que c'est intéressant enfin, ce que tu dis. Mais juste, moi, je me souviens, j'avais un prof d'espagnol à la fac qui disait que les moments les plus il était chilien et les moments les plus joyeux de sa vie, c'était juste après les tremblements de terre au Chili qui peuvent être très forts. Dans ces moments-là, en fait, il peut y avoir aussi de la joie. On en a une image complètement dévoyée. Oui, pour ceux qui n'ont pas vécu de grandes catastrophes, ils croient que c'est horrible. Et en fait, les témoignages sont très paradoxaux. Pour beaucoup de sinistrés, de rescapés, etc., c'est des moments de grande joie, comme tu dis, des moments où il y a l'avant et l'après. C'est comme un moment marquant dans la vie, où il y a eu des actes, une grande fraternité, d'altruisme, et où tout à coup, tout a pris du sens. Tu vois, c'est comme un grand shoot de sens et de lien. Ça me fait des frissons rien que d'en parler. Et en fait, nous, les êtres humains, on est très sensibles à ça, au lien et au sens. On a besoin de ça, on a soif de ça. Aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a de moins en moins de liens et de sens. C'est pour ça qu'on est tous... il y a des épidémies de solitude, on est tous vraiment... on n'est pas bien. Et on a peur. Et en fait, le lien et le sens, et la joie, réduisent nos niveaux de peur. Et juste pour rebondir à ce que tu disais, du coup, toi, ce que tu dis dans le livre, c'est que pour se préparer aux catastrophes, en fait, il faut, en temps de calme, tisser un réseau social qui soit fort. Il faut qu'on ait des pratiques culturelles, je ne sais pas comment le dire, mais en fait, il faut qu'on développe nos réseaux en temps de calme pour pouvoir passer les catastrophes. Ouais, mais c'est tout bénef. C'est rien que connaître ses voisins. Tu sais que dans les villes, il y a des épidémies de solitude incroyables. Il y a des petits vieux qui meurent et ils trouvent le corps 2 ans après. Tu vois, genre, les pompiers découvrent un corps tout sec. Mais c'est fou.
Enfin, c'est un truc de fou. Aucune société humaine ne fait ça. C'est vraiment pathologique, tu vois. Oui, dans les canicules, un des facteurs les plus mortels, tous ceux qui travaillent sur les canicules, heu, enfin, les mairies développent des moyens, des réseaux pour, contacter les personnes, isolées, âgées, parce que c'est là où, en Mm. fait, ça c'est un facteur, qui accroît fortement la mortalité. Ouais, et puis dans les campagnes aussi, il y a beaucoup de solitude. Enfin, voilà, c'est nos sociétés ont déstructuré les liens communautaires, les liens sociaux. Maintenant, la famille était tu vois, un terre de refuge. Elle a explosé. Le concept, enfin le concept, je sais pas si c'est le concept, mais la valeur la valeur famille a explosé. On se réfugiait ces dernières années dans le couple. C'était un des derniers îlots bastions où on pouvait ne pas avoir peur et ne pas subir ce monde ultra hardcore, compétitif, hiérarchique, pyramidal, de catastrophe, où faut se battre tout le temps, tu vois. Cette société, on se réfugiait dans le couple. Même là, il est en train d'exploser, tu vois, la notion de couple. Et pourquoi pas, on peut se libérer de ça. Mais il faut quand même retrouver du lien. Alors moi, j'emploie le mot communautaire. Je suis vraiment favorable à ce qu'on reprenne ce mot, ce beau mot de communauté. En France, c'est pas bien vu. Ça fait communautarisme et tout. Dans les pays protestants, anglo-saxons, etc., c'est beaucoup plus utilisé, valorisé. La community, c'est quelque chose de chaleureux, de proche. Il y a même des liens communautaires, comme ils disent, entre voisins. C'est pour ça que dans le livre, j'amène ce mot de voisinotaire. La voisinoté, c'est les liens forts qu'on pourrait avoir avec nos voisins. C'est une sorte de traduction de community en anglais. Et ça amène beaucoup de résilience. Je l'ai vécu pendant le Covid. J'étais dans les montagnes, assez isolé, dans les petits villages. Et c'était génial comment tout à coup, il y a eu des groupes d'entraide, Signal, WhatsApp. On prenait soin les uns des autres. On allait faire des courses pour ceux qui en avaient besoin. Ouais, ça a amené de la joie. Ça a amené une sensation très agréable de faire partie d'une communauté, de faire partie de plus grand que soi. Ça a donné du sens, tu vois. Et on a envie de faire durer ça, tu vois. Et ça, on peut le faire vivre. On peut s'entraîner aux catastrophes, en quelque sorte. Mais on peut juste aussi simplement faire du lien de voisinage, faire une fête de quartier, un potager collectif, voilà. Et si bien que suite au Covid, j'en suis venu avec cette intuition que en temps de catastrophe, il vaut mieux s'entendre avec ses voisins qu'avec ses propres idées. Souvent, il y a des gens qui se parlent pas parce que oh, lui c'est un con, lui il vote à gauche, à droite, lui il est chasseur, lui il est écolo, lui il est machin. Et en fait, il y a plus de lien social. On se retrouve comme cigales et fourmis et les portes se ferment, tu vois. Et en fait, en temps de catastrophe, on a besoin les uns des autres. Alors, plus dans les campagnes, dans les milieux hostiles, on va dire, en montagne, c'est très flagrant, qu'en ville, où il y a de l'abondance, et on peut se permettre le luxe de fermer sa porte. Mais quand même, le challenge maintenant, c'est d'arriver à faire du lien, d'arriver à connaître les gens avec qui tu n'es pas d'accord. Tu vois. Et ça va à l'encontre d'aujourd'hui de la polarisation de la société, de l'individualisation, tu vois. Et c'est pour ça que je dis, même si les crises tardent à venir, même si tu crois pas aux crises, tu auras amélioré ta vie, on aura amélioré le tissu social et ça réduit le niveau de violence, ça augmente les niveaux de confiance envers tout le monde, envers même les pompiers, les autorités. Aujourd'hui, les pompiers se font caillasser dans certains endroits, c'est quand même c'est fou, tu vois. Donc il y a plein d'incompréhensions, il y a plein, voilà, tout ça c'est un manque de social. On est dans une société qui a misé sur le matériel, le technique et finalement la compétition avec cette croyance qu'on va tous s'entretuer et que la nature est comme ça. Mais c'est n'importe quoi. C'est hyper dangereux cette culture, tu vois. Est-ce qu'il y a pas dans tous ces phénomènes-là, il n'y a pas une question d'échelle? On a l'impression que dans des trop grandes échelles, en fait, on n'arrive plus à socialiser, versus là, ce que tu parlais de ton expérience dans les montagnes, c'était des Petit petites village. Ouais, ouais, communautés. Est-ce ouais. que le fait qu'en fait, la société dans tous ces items, dans tous ces secteurs, s'est industrialisée et passée dans des grandes échelles, fait qu'en fait, on a perdu ces liens de proximité? Oui, tu as probablement raison. Et dans les grandes villes, il y a un anonymat qui est d'ailleurs que les gens recherchent, hein, et c'est très agréable en ville d'être anonyme et de pouvoir avoir la vie qu'on veut et d'être assez libre. Mais l'anonymat en temps de crise, il est très dangereux. Inversement, quand tu as des petits villages, des communautés où tout se sait,
où tout est question de réputation. Tout le monde s'épie derrière les volets. Voilà, et ben là, tu as les voisins vigilants, tu as tout ça, tu as le bon côté des choses, c'est qu'il y a de l'entraide. Le mauvais côté, c'est que tu es moins libre, tu as moins d'anonymat, donc moins de liberté, et tu es plus soumis à des contraintes, des normes morales, etc. Et voilà. Et peut-être que si tu as des idées différentes et un mouton noir, tu vas aller en ville pour les déployer plutôt que rester dans ta communauté. Voilà. Et donc, les deux types de liens et d'environnement sont à travailler. Moi, j'aimerais bien reprendre le bon des deux, le bon côté chaleureux des communautés et le bon côté des villes où on a la liberté, on peut faire ce qu'on veut et s'organiser. En fait, les villes ont un capital social énorme. En fait, l'avantage des villes, s'il y a des grandes crises, c'est qu'il y a plein de main-d'œuvre. Il y a plein de gens. C'est ça qui manque dans les Mais le campagnes. paradoxe, c'est qu'on observe qu'en ville, les gens ont souvent pas d'amis dans leur propre quartier. Enfin, en fait, dans les villes actuelles, il y a plein de gens qui sont très seuls parce que leurs amis sont dans d'autres quartiers, voire dans d'autres villes ouais. ou d'autres. La famille aussi, ouais. La famille a explosé. On est tous délocalisés, déracinés. Enfin, ouais, moi, je sais. Enfin, je suis moitié français, colombien. J'ai vécu en Belgique. J'ai des amis partout. Je suis allé dans le sud de la France. Enfin, à chaque fois, je me déracine. Et il faut se refaire des liens de voisinage, une voisinauté, une communauté, etc. C'est compliqué. Et c'est ça le principal job aujourd'hui, d'arriver à refaire du lien social. Mais après, dans le livre, je détaille justement quel type de liens sociaux, qu'est-ce que le lien social, parce que c'est un peu un... C'est assez joli. Enfin, moi, il y a deux choses qui m'ont frappé dans le livre. D'abord, c'est que tu vas contre une idée reçue. On se dit les liens avec la famille, avec les amis proches, c'est extrêmement important. Et toi, tu dis que les liens un peu superficiels, en fait, ils ont un intérêt qui est très fort aussi. Est-ce que tu peux expliquer? Je trouve ça assez poétique comme ouais. idée. Ouais, c'est génial comme idée. J'ai trouvé ça chez des sociologues qui ont découvert ça il y a finalement assez longtemps. En fait, les sociologues, ils connaissent plein de choses, c'est trop bien. Et là, c'était... alors, ils appellent ça les liens strong et, euh, et light, je crois. Non, pas light. Moi, je les ai traduits par dense et léger. Les liens denses, c'est les amis, la famille, les proches en qui on a vraiment confiance. Donc, c'est un petit clan, c'est son petit réseau des tempêtes, quoi. Et on a tous des liens dits légers, c'est-à-dire des connaissances, des collègues de travail, la boulangère à qui tu dis bonjour tous les jours, peu importe, etc. Et il y a beaucoup de liens légers. Et ces liens légers, ça a été montré dans les études hyper intéressantes. C'est ça qui a beaucoup d'avantages. Et c'est ça qui permet, par exemple, quand tu es dans la merde, tu te retrouves dans une crise, par exemple, tu as perdu ton job. C'est souvent la qualité des liens légers et la quantité, la diversité des liens légers qui fait que tu retrouves un emploi et que tu es résilient. Pourquoi? Parce que les liens légers, c'est des interconnexions entre des bulles de réseaux plus ou moins homogènes. C'est ça qui amène la C'est-à-dire que diversité. la nôtre avec nos proches, elle est très homogène Voilà, et elle est plus hétérogène avec exactement. les autres. Et cette hétérogénéité, c'est un facteur de résilience. Un peu comme dans la nature, quand tu as plus de biodiversité, tu as plus de résilience s'il y a des chocs et des crises. Donc en fait, contre-intuitivement, il faut maintenir un grand réseau de liens légers, de salut, ça va, de connaissances et tout. Et aussi des liens puissants et denses. Et moi, ma proposition, c'est enrichissons nos liens légers, mais densifions nos liens aussi pour avoir un réseau des tempêtes solide, c'est-à-dire avec nos voisins, mais nos familles, les gens avec qui on a des affinités morales. Tu sais, souvent, on se réunit par communauté affinitaire, c'est-à-dire, je sais pas, club de foot, c'est des liens forts. Le club, je sais pas, je dis n'importe quoi, les militants du climat, le club de philatélie, n'importe. Euh, on aime bien être entre soi. L'entre-soi fait du bien et c'est normal et c'est OK, c'est là qu'on se ressource. Mais Ouais. souvent, On peut dire, mais bien sûr. voilà, et on est bien, on est reconnu. Tu sais, c'est vachement. On adore être. Confortable. Ouais, Ouais. c'est vachement confortable, c'est ressourçant, voilà. Mais ça suffit pas, tu vois. Et souvent, la faiblesse de ces réseaux affinitaires, c'est qu'ils sont dispersés géographiquement. Et donc, quand tu as une catastrophe, genre une pandémie, un blackout et tout, tu te retrouves comme un con avec tes voisins que tu détestes, et tous tes amis sont dispersés dans toute la France ou dans le monde ou peu importe. Et donc, tu es dans la merde. Donc, moi, j'invite à se rendre compte, à visibiliser quels sont vos liens voisinotaires, vos liens affinitaires, vos liens légers,
vos liens denses, vos liens horizontaux et vos liens verticaux. Est-ce que vous connaissez vos élus? Est-ce que vous connaissez les pompiers? Quel est le prénom du pompier ou des pompiers qui vont venir vous sauver s'il y a un incendie? Est-ce que vous ne pourriez pas faire une fête si c'est à la campagne, je sais pas, on imagine une fête de la forêt où il y a les ingénieurs de l'ONF, les pompiers, les maires, les habitants, et on profite de l'objet forêt ou de l'occasion de célébrer la forêt pour faire du lien et connaître le prénom des pompiers. Et finalement, on saura comment... et eux, ils nous connaîtront. On saura qui fait quoi, qui a la tronçonneuse en cas de pépin, qui est la petite vieille qui a besoin d'aide, tu vois. Et c'est ça le lien social vertical, la confiance envers les élus. Et a fortiori, la confiance envers le système, qui se dégrade beaucoup. En France, il y a beaucoup de méfiance envers la politique et le système politique. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est une bombe à retardement. Donc il y a une utilité sociale de la fête, c'est pas juste... Grave, à fond. La convivialité, ouais. Alors dans le livre aussi, je sais pas si je peux détailler, si on a le temps, mais on prend 2 minutes, c'est que, tu vois, le lien social léger, il est assez facile à faire, il est indispensable. Franchement, avec l'épidémie de solitude qu'il y a, on peut facilement faire des fêtes des voisins, et ça se fait, hein, mais on peut continuer. Il y a une grande marge de manœuvre, tu vois. Et ça, c'est ce que j'appelle le niveau convivial, tu vois. Tu mets des conditions pour que les gens n'aient pas peur. Et c'est pas forcément avec de l'alcool ou des cacahuètes, hein. Je veux dire, juste... Non, mais en France, c'est très dans l'imaginaire, il faut de l'alcool pour faire la fête. Non, tu fais un truc convivial, mais genre un potager de quartier ou n'importe, tu vois. Une fête de la forêt, une fête... c'est pas obligé d'être écolo, je prends des exemples écolos, mais voilà, ça peut être autre chose. Et ben, les gens, quand ils se sentent en sécurité, spontanément, ils vont faire des liens. On n'est pas tous des psychopathes, tu sais qu'il y a 1% de psychopathes dans la population, et voilà, c'est OK. Mais en fait, 99% des gens, spontanément, ils vont aller connaître, ils vont aller sourire, ils sont curieux, et ça se fait tout seul. Donc, il faut juste poser les conditions pour que la convivialité apparaisse spontanément, ou alors de mettre en place des dispositifs de convivialité. Et là, j'ai connu David et Renaud, ces 2 amis qui ont fondé le Social Bar. C'est un réseau de bars qui, justement, vise à stimuler la convivialité, mais sans alcool. C'est génial, ils ont créé des dispositifs, ils ont créé l'école de la convivialité avec plein de dispositifs, et ils forment des animateurs très faciles à mettre en place pour ce niveau-là qui est léger. Tu vois, avec les amis, avec ce niveau-là, quand tu fais la fête, tu as des niveaux de confiance, mais ils sont quand même pas ouf. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr que ce gars-là, cette connaissance avec qui tu fais un peu la fête, bah, il va te sauver la vie s'il y a une vraie catastrophe. Donc pour moi, il faut densifier le lien. Et il y a 2 voies, je vais essayer d'aller vite, mais en gros, il y a la voie de ce que j'appelle l'authenticité et la voie de l'adversité. La voie de l'authenticité, c'est arriver à créer un cadre encore plus sécure pour s'ouvrir et se dire dans sa vulnérabilité, ses faiblesses, tu vois. Et dans un monde compétitif, tu peux pas le dire. Parce que en compétition, bah, l'autre, si tu dis tes faiblesses, il va te passer devant et tu vas perdre la course. Donc on a pris l'habitude de se cacher, de se méfier et de pas s'ouvrir. Mais en fait, pour faire du vrai lien social dense, il faut pouvoir s'ouvrir. Et si tu vois que l'autre est authentique et s'ouvre, toi, tu as trop envie. Et tout de suite, en quelques heures, quelques jours, on devient frère et sœur. Et on prend soin des groupes, tu vois. C'est la voie que j'appelle yin. Et la voie yang, c'est de mettre les gens dans des conditions hostiles, dans l'adversité. Et là, tout de suite, on a besoin les uns des autres. On est dans la merde, il faut s'entraider. Sinon, on risque d'être blessé, de mourir, etc. Donc, c'est comme, tu vois, le concept du team building. On joue aux catastrophes pour souder les équipes. Bon, les entreprises ont très bien compris, mais tout le monde fait ça. Les militaires font ça, les gens, en fait, font ça. Et si tu te mets en condition d'adversité, tout à coup, les liens vont se renforcer, et on va vivre un moment, comme j'ai dit tout à l'heure, un moment, oh my God, un moment, comment dire, où il y a l'avant et l'après. Un moment fort dans notre vie. Épiphanique, mais Ouais, c'est merci, je cherchais le mot. On y fera référence plus tard. Tu te rappelles, on est devenus des frères à ce moment-là, quand tu m'as sauvé la vie parce qu'il y avait des inondations, là, tu vois. Et ça renforce les liens incroyables. Et il faut les deux. Il faut la voie yin et yang, parce que si tu n'as que le yang, tu peux
tu peux détruire les liens. Tu vois, si la catastrophe est trop grande, voilà. Et si tu as trop de dignes, ben, tu n'as pas de catastrophe. Ben, c'est trop faible aussi. Ça, c'est intéressant parce que tu le redétailles. Moi, c'est une idée que j'avais découvert il y a quelques années, mais je trouve qu'elle est. En fait, on s'en rend pas forcément compte de ce qu'elle veut dire, du tissu social, comment on tisse en fait des liens. Est-ce que tu peux expliquer justement que les liens, c'est un enchevêtrement de services rendus et qui font qu'après ils deviennent. Enfin, est-ce que tu peux expliquer cette expression du tissu social qui est qu'on accepte, mais en fait on ne prend pas forcément vraiment conscience de ce qu'elle veut dire. J'imagine, tu fais référence dans notre livre sur l'entraide, on parlait du cœur de l'entraide, c'est la réciprocité entre deux personnes. Donc l'entraide, c'est un acte, ce sont des actes. C'est pas un sentiment, contrairement à la solidarité qui est un sentiment, tu vois, on se sent solidaire. Mais l'entraide, c'est un acte, c'est-à-dire que si j'agis, je t'aide spontanément, toi, en fait, tu es câblé pour ça, au niveau cognitif et hormonal et tout. Pour, ça a été, on est des produits de l'évolution, hein, on a été fait pour être très sociaux. Tu vas avoir envie de me redonner. Ça s'appelle le don et le contre-don. Et les anthropologues, ils appellent ça l'obligation de rendre. Une obligation, c'est comme un sentiment, tu te sens obligé de. Tu vois, t'imagines, tu as un collègue que tu n'aimes pas trop, et tout à coup, le jour de ton anniversaire, il vient, il t'offre un cadeau. Tu fais, ouais, trop bien, je suis hyper touché, t'attendais pas ça de lui et tout. Tout Ou à les coup, invitations au mariage. ouais, n'importe, tu vois, un truc qui te fait plaisir et t'attendais pas. Tout à coup, tu te dis intérieurement, tu as une envie de lui faire plaisir, merci, peut-être la gratitude, et tu vas essayer de lui rendre un cadeau, tu vois, quand tu vas chercher son anniversaire, sa date, et tout ça. Mais cette dette-là, alors c'est des mots un peu économiques, c'est un peu moche, mais c'est une dette que tu as, et une obligation de contre-don. Tu vas pas pouvoir la faire immédiatement. Tu vois, imagine, il t'offre un cadeau, un bouquin que tu aimais bien et tout, que tu voulais lire. Tu vas pas courir au magasin et lui réoffrir un cadeau vite fait pour le rembourser. Ça serait mal vu, tu vois, ce serait gênant. Tu vas pas lui offrir un grand voyage aux Caraïbes parce que ça serait gênant, c'est disproportionné, tu vois. Donc c'est très calibré. Et ce temps de la dette, c'est le temps du lien social. Et ce qui est magique là-dedans, c'est que quand tu rends un cadeau, tu l'annules pas, tu le perpétues. C'est-à-dire que lui va vouloir encore te rendre. Et c'est ça le lien social. C'est un enchevêtrement de dons, de contre-dons, de désir de rendre, de faire plaisir, d'altruisme, de tout ça. Et tout ça est finement câblé. Et on est très bon pour ça, tu vois. Et ça part de là, de la réciprocité. On est des animaux empathiques et de réciprocité. On n'est pas les seuls d'ailleurs. Il y a plein d'autres espèces de réciprocité. Mais ça fait de nous des êtres ultra sociaux. Et ce que je dis tout le temps par rapport aux catastrophes, c'est que la socialité, le lien social, c'est ce qui diminue les niveaux de peur. C'est notre bouquin de l'année dernière, Le pouvoir du suricate, avec Nathan Obadia. On a décortiqué les peurs, et les traumas, etc. Et la cartographie des peurs. Et on a résolu ce paradoxe que moi, je ne comprenais pas. Mais en fait, la peur, elle inhibe aussi bien qu'elle permet d'agir. Elle stimule à l'action. Et la peur, à la base, c'est fait pour agir. C'est fait pour se sauver d'un danger, tu vois. Et pourquoi elle nous inhibe? C'est quoi ce paradoxe? Et en fait, quand on a des trop grands niveaux de peur, tout à coup, notre corps, il a plus assez de ressources. Et donc, il se ferme. Freeze, disent les Anglais. Ils freeze, tu vois. Et ils ont plus la capacité, on perd la capacité d'agir. Et donc, ce qu'il faut maintenant, c'est augmenter nos ressources. C'est quoi les ressources? Je disais tout à l'heure, c'est le lien, les sens et la joie. Plus on a de liens, on se sent en lien, on a des amis, on a même les non-humains, on se sent en lien avec les arbres, avec les écosystèmes, avec la nature. On a plein de liens sociaux. Plus on a du sens à notre vie et plus on a de la joie, plus on se sent résilient et on a des ressources pour agir. Et donc, quand un danger arrive, les niveaux de peur peuvent être très grands et on peut agir grâce à la peur, tu vois. Mais si on n'a plus de ressources, si on se sent seul, donc pas en lien, il n'y a pas de sens à notre vie, comme aujourd'hui avec le capitalisme, et que il n'y a pas de joie, eh ben on va pas avoir assez de ressources, et au moindre petit danger, au moindre petit niveau de peur, on est en PLS. Et ça, c'est dangereux, parce que ça fait des victimes, et ça fait des gens qui ne peuvent pas aller aider les autres, tu vois. Donc c'est catastrophique. Il y a
Je crois que c'est dans le livre de Timothée Parry que je crois qu'il utilise cette expression de l'économicisation des rapports sociaux. C'est-à-dire que la matérialité, la prospérité fait que on fait payer des services qu'avant le lien social fournissait. Par exemple, des gardiens, par exemple, Ouais. des déménageurs, par exemple. En fait, plus on est riche, plus moins on a besoin des autres. Ça, c'est un facteur aussi, c'est que le développement matériel, la richesse de nos communautés aujourd'hui font qu'en fait, on s'isole de plus en plus. C'est un sentiment que tu partages. Moi, je le formulais autrement. Je pense que c'est ce que voulait dire Tim, c'est que euh, les gens qui pensent bien faire en donnant une récompense économique pour un service rendu, un service pour le bien public, le bien commun, si tu les récompenses par de l'argent, ces gens-là, en fait, tu vas casser leur motivation intrinsèque. Tu vas donner une récompense extrinsèque. Et eux, ils voulaient juste aider et participer au bien commun. Et la plupart des gens veulent, sauf les psychopathes. Et comme je dis, il y en a toujours quelques pourcents. La plupart des gens, ils veulent le faire, même sans argent, tu vois. Et si tu lui donnes de l'argent, tu vas casser ce truc-là. C'est ça l'effet contre-productif de l'économicisation. C'est ça. En fait, Ouais. c'est comme ça que je l'ai compris. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Oui, dans le fameux livre La vérité sur ce qui nous motive de Daniel Pink, je crois que c'est ça. Ça, j'ai pas lu. Ah bah c'est exactement ça. Ah, Il, cool. il montre Merci comment pour la ref. en fait, ce qui motive les gens, c'est souvent des choses intrinsèques et que Mm. les récompenses extrinsèques, en fait, elles durent Mm. un tout petit peu, par exemple des primes, des choses comme ça, mais c'est pas ça Non, c'est pas l'argent qui met le qui feu au motive les gens. moteur. Ouais. Il y a un sujet qui est très très intéressant, je trouve, dans le livre autour de la catastrophe, sur les effondrements qui peuvent survenir. C'est que tu dis qu'en gros, et moi j'ai interviewé par exemple des militaires qui disent que en fait la multiplication et la concomitance des catastrophes font que de plus en plus on va voir les secours qui ne vont pas intervenir. Mm. Et toi Ils vont tu pas dis pouvoir intervenir. ils vont pas pouvoir intervenir parce que si par exemple dans les saisons d'été il y a des feux sur tout le bassin méditerranéen, bah on pourra pas pouvoir envoyer les pompiers. Ou alors s'il y a des feux et puis que dans le nord il y a une inondation, enfin on voit bien que on n'arrivera pas à boucler la boucle. Toi tu dis qu'il faut en gros un sursaut citoyen, que les gens prennent conscience de cette réalité-là et qui s'organisent eux-mêmes et qui n'attendent pas tout de l'État. Ouais, c'est important. Ça me paraît être un facteur majeur de sécurité, de résilience, même de priorité, c'est évident. Alors, je suis pas le seul à le dire. Il y a en ce moment beaucoup de gens qui le disent, pas que des scientifiques, des gens aussi dans les institutions, dans les secours et au plus haut niveau de l'État. On se rend compte, enfin, les gens se rendent compte, les institutions se rendent compte qu'ils n'arriveront pas, enfin, les secours n'arriveront pas à tout faire. Quand tu dis au plus haut niveau de l'État, Le ministère de l'Intérieur, l'armée, toi tu as discuté avec des gens qui se Ouais, rendent compte de ça. ouais, j'ai été à un colloque, ils disent ça au plus haut niveau de l'État. On a besoin des citoyens maintenant pour la gestion de crise. Et en fait, ils savent pas trop comment faire. Et surtout, le citoyen a été éduqué à ne pas réagir. Alors en France, on a un bon système de gestion des secours. On est un pays riche, industrialisé. Mais même comme ça, on l'a vu à La Réunion, on l'a vu dans les Caraïbes. Enfin, et même en France, à la vallée de la Roya, il y a des catastrophes qui vont arriver, qui vont déstabiliser les secours. Et il y a parfois, et ça arrive dans plein de pays dans le monde actuellement, et même en Australie, il y a des pays industrialisés, riches, où les secours ne peuvent plus arriver. Et les secours en Australie, pendant les méga feux, là, il y a eu 2019, 2021, 2022, il y a eu des méga inondations aussi. On est en lien avec des chercheurs là-bas et des gens qui ont vécu ces catastrophes. Ils disaient, les pompiers demandaient de l'aide à la population. Donc tu vois, et ils n'arrivaient pas. En fait, ils n'arrivaient même pas sur les lieux et ils ne savaient pas gérer les méga feux. Et ils disaient à la population, on ne sait pas le faire, organisez-vous. Donc, de plus en plus, les secours n'arriveront pas à tout faire, les secours officiels, les professionnels, etc. Et il faudra je pense, mais les mettre sur des tâches très spécialisées. Ils sont bons, ils sont professionnels, ils ont le matériel sur tel ou tel risque, tu vois. Mais pour la plupart des risques et pour la vie de tous les jours, en fait, parce qu'on vit tous des petites catastrophes, tu vois, les deuils, les accidents, des morts, des maladies. Finalement, la vie est une suite de catastrophes.
il faut qu'on puisse se débrouiller. Il faut qu'on puisse et c'est ce qu'on disait avec le réseau des tempêtes. Se débrouiller seul, avoir une sorte de résilience, de résistance, les deux individuels. Mais ça vient d'où la résilience individuelle, ça vient du collectif, ça vient des liens que tu as, ça vient de la confiance que tu as dans le monde, le futur, les autres, toi-même, etc. Donc c'est à la fois du dev perso et du dev collectif. C'est nécessaire et pas forcément... comment dirais-je, centré sur des aléas précis, des risques précis. On n'est pas obligé de tous se préparer aux inondations, aux feux, aux tremblements de terre, aux attaques terroristes, aux nanana. Et les professionnels, ils savent très bien faire. Mais nous, en tant que citoyens, alors on pourrait le faire, hein, si tu es dans une région où il y a beaucoup de feux, d'accord, tu te prépares au feu et tu fais des liens avec les pompiers. Mais on pourrait se préparer de manière générale, tu vois, une sorte de préparation générique. Et c'est quoi une préparation générique ? La gestion des peurs, le lien voisinotaire, cultive les liens avec tes voisins, le lien avec les élus, le lien, tu vois. Une culture du risque aussi de certains, des inondations. Et une culture exactement de la mémoire du risque, d'aller voir comment on fait les ancêtres, d'aller voir comment font les voisins, les pays voisins, de faire des jeux, parce qu'en tant que primate, on est une espèce de primate, on apprend en jouant, tu vois, depuis tout petit. Et ben jouons aux catastrophes, tu vois. Le jeu, c'est quoi ? C'est un mélange de peur et de joie. Et c'est des niveaux de peur où tu peux atteindre des niveaux de peur, te faire peur, mais avec assez de ressources de joie que pour ne pas tomber en PLS, tu vois, arriver dans le freeze. Et le jeu, les serious games, des jeux grandeur nature de catastrophes, des simulations, des exercices avec ou sans les pompiers, où tu vois, on peut s'entraîner à ça. Et en fait, en jouant, on fait du lien social. En jouant, on voit nos défauts, on voit nos vulnérabilités, on s'améliore. Et il y a ce côté de motivation intrinsèque, de vouloir s'améliorer, de vouloir aider les autres, de vouloir aller se fendre la gueule un week-end avec des potes. Finalement, les potes, ça va devenir des potes, tu vois. Et on va devenir frères et sœurs comme les trois petits cochons. Donc pour moi, c'est tout bénef, tu vois. Et même si les crises, je redis, tardent à venir, on aura amélioré nos vies. Dernière question, est-ce que sur cette question et sur le livre du coup que tu as commis, Le réseau des tempêtes, qui est petit mais qui est très dense, moi il m'a beaucoup touché, je trouvé très émouvant. Est-ce qu'il y a des sujets que tu trouves, qu'on n'aurait pas abordés et que tu penses intéressant de mettre en avant ? Ça, je sens que c'est la dernière question, non ? Ouais. La question bonus. Exactement. Je crois, qu'est-ce que j'ai pas oublié ? J'ai pas dit... Ah bah si, j'ai pas parlé du bunker, tu vois, la posture survivaliste qu'on a beaucoup caricaturé et moi je me suis rendu compte que j'ai du mal à les critiquer parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui veulent juste se protéger, sauver leur famille et tout. Je trouve ça très légitime. Mais en fait, quand ça devient une pathologie et quand la peur, le repli sur soi qui peut arriver, hein, et c'est normal, c'est humain, devient une idéologie et du chacun pour soi, du matérialisme. Tu vois, le survivaliste en caricature, c'est celui qui a le meilleur sac à dos, le meilleur couteau, le meilleur purificateur d'eau. Donc c'est une solution matérielle. Et c'est une solution du chacun pour soi, de la compétition. Finalement, c'est un bon élève du libéralisme, en fait, de notre société. Et finalement, il s'isole. Et en s'isolant, il détruit le lien social, donc il participe à l'effondrement social. Donc moi, je dis souvent, le survivalisme est un sous-vivalisme. Et qu'au contraire, si dans la préparation aux crises, tu perds des liens sociaux, c'est que tu es dans la mauvaise direction. Donc si, au contraire, on crée du lien social, on prend l'autre direction, celle des trois petits cochons, ben en fait, j'appelle ça du supervivalisme. Et on a une boussole comme ça de préparation aux crises, tu vois. Se préparer aux crises, c'est avoir plus d'amis, c'est avoir des meilleurs liens avec sa famille, avec ses voisins, avec ses élus. Là, ça veut dire que tu te prépares bien aux crises, tu vois. Et peut-être même que si tu te prépares bien, tu arriveras à t'organiser socialement, politiquement, pour désamorcer certaines crises. Sous-entendu, le climat. Pablo Servigne, un grand merci d'être venu au micro du Green Eater Club. Merci à toi. Et à bientôt.